Nous sommes donc trois à vous présenter cette conférence. Je suis Marielle Pic, directrice du département des Antiquités orientales, Philippe Marquis, qui est conservateur au département des Antiquités orientales, et Alain Schnapp, que tout le monde connaît très bien ici. Avant de commencer à présenter un état de ce que nous savons de la conservation des patrimoines orientaux, j'aimerais vous rappeler que le musée du Louvre a été sollicité au titre d'expert par le président de la République, qui est venu donc au département des Antiquités orientales dans la salle Khorsabad le 18 mars. Nous avons comme lettre de mission d'essayer d'aider nos collègues à sauvegarder les patrimoines antiques et islamiques. Comme vous le savez, depuis le XIXe siècle, le musée du Louvre a été à l'origine de l'assyriologie et rapidement impliqué dans les fouilles archéologiques en Irak, en Syrie et en Iran. C'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité du département par rapport aux autres départements antiques. Grâce à des conventions de partage de fouilles, le musée a constitué ses collections. Nous sommes donc particulièrement touchés et concernés par les dommages que subissent les musées d'Irak et de Syrie, où sont conservées les œuvres et les textes qui sont complémentaires de nos collections. Donc là, vous voyez effectivement Monsieur Hollande qui est venu le 18 mars et vous voyez à sa gauche Irina Bokova, directrice de l'UNESCO. Malheureusement, comme vous le savez tous, nous avons d'abord été choqués en 2001 par les destructions des Bouddhas de Bamiyan. Et en fait, déjà, c'était cette volonté de supprimer l'image. Les Bouddhas de Bamiyan, je vous rappelle, qui sont datés entre le 3e et le 6e siècle, qui sont au nord-est de Kaboul, et ils ont été dynamités, comme on le voit sur ces images. Le site archéologique a été pillé, mais ce n'est pas uniquement ce site-là qui a été mis en danger, mais également les musées de Kaboul, de Ghazni et d'Herat. Et vous vous souvenez que nous avons vu au musée Guimet l'exposition sur les trésors d'Afghanistan, qui était une manière de montrer les trésors de ce pays qui était magnifique. Pour vous situer un peu les différents lieux dont je vais parler, vous voyez, j'ai encadré donc les villes de Nimroud et de Mossoul. Nous sommes au nord de l'Irak. La ville de Samarra, Hatra, est aussi dans cette région. Donc la Mésopotamie, telle que nous la connaissions dans l'Antiquité, c'est plutôt l'Irak à l'heure actuelle, sauf des sites comme Mari, qui est un prolongement, puisque Mari est pratiquement sur l'Euphrate. Nous parlerons aussi d'Alep, que vous voyez encerclée, c'est la deuxième grande ville de Syrie, elle est au nord de la Syrie. Apamé n'est pas montré, j'ai pas de petites choses pour montrer. Apamé est à côté de Hama Katna, c'est pas très très loin, c'est une ville à côté de l'Oronte. Et Palmyre, qui n'est pas noté, pardon, mais vous savez Palmyre est au milieu du désert, puisque c'est la spécificité de Palmyre, c'était une grande cité caravanière par laquelle toute l'Antiquité passait sur les routes du commerce. Les destructions, elles ont continué en 2006, en 2007, puisqu'en fait, ça a continué. C'est des mosquées cette fois-ci qui ont été attaquées, comme celle d'Al-Askari à Samarra. L'UNESCO d'ailleurs avait signé à ce moment-là un accord avec le gouvernement irakien pour essayer de protéger le patrimoine syrien. Le patrimoine irakien, pardon, mais je vous rappelle, et nous en reparlerons tout à l'heure, qu'en avril 2003, le fait que les Américains attaquent Bagdad a fait que le musée de Bagdad avait été donc en grande partie pillé. Ensuite, en 2012, il y a eu aussi des destructions. Je rappelle aussi que ce n'est pas uniquement au Moyen-Orient. Il y a eu des destructions en Libye, des destructions aussi en mars 2012 des manuscrits de Tombouctou, avec une grande partie de la population qui a caché les trésors des manuscrits en particulier. Et en été 2014, les Daesh, les terroristes ont commencé à perpétrer des exactions dans le site de Ninive. Donc tous ces sites, Ninive, Nimroud, sont dans une zone qui était dite assyrienne dans l'Antiquité.
et qui étaient en fait des grandes capitales assyriennes vous savez, nous au Louvre, nous conservons une partie des orthostates de Khorsabad qui ont été fouillés, qui ont constitué le premier musée assyrien ouvert en 1847 au Louvre. Et on voit également que les terroristes, je préfère les appeler comme ça, n'hésitent pas à détruire tous les types de monuments, c'est-à-dire aussi bien antiques, islamiques que chrétiens, puisque vous savez que, vous voyez là l'église dite verte de Tikrit, qui était en fait un des grands symboles de la chrétienté au Moyen-Orient, qui a été édifié en l'an 700. C'était un des grands lieux chrétiens de l'Irak. Ensuite, nous avons continué, malheureusement j'ai une longue liste à vous donner, puisqu'en fait en décembre 2014, janvier 2015, c'est la citadelle de Tel Afar qui a été attaquée. Et nous savons, et je pense que c'est là où nous avons tous eu envie de réagir, nous savons également que les terroristes ont attaqué la bibliothèque de Mossoul, ce qui fait environ 2000 manuscrits, qui en fait ont été détruits. On le voit là, on a peu de chances de les retrouver, puisqu'en fait il y avait à peu près 8000 livres rares qui sont partis en fumée. Et le 22 février, donc dans la même bibliothèque, Daesh aurait détruit environ 100 000 livres en Irak. Et vous voyez en dessous, il y a la destruction du musée de Mossoul. Beaucoup de gens ont hésité sur le fait, puisque on a beaucoup présenté ces destructions comme étant une destruction de moulage uniquement. Et c'est un petit peu tous les types, je dirais, d'œuvres présentées, puisque comme les Irakiens avaient connu la destruction d'une partie du musée de Bagdad, ils avaient eu la précaution, comme les Syriens, d'essayer de protéger au maximum les objets des musées et d'essayer de rapatrier, en particulier à Bagdad, tout ce qui pouvait être emporté. Donc, dans les musées syriens et irakiens, contrairement à nous, il y a souvent un mélange d'œuvres authentiques et de moulages, parce que certaines pièces sont restées sur le site même. Donc, effectivement, il y avait des moulages dans le musée de Mossoul, mais il y avait également des pièces authentiques. Donc, dans la suite, vous savez que le 7 mars, Nimroud a commencé à être attaqué, et j'avoue que, en tant que directrice des Antiquités orientales, j'ai reçu un choc de voir les visages de ces grands taureaux attaqués au marteau-piqueur. Et c'est vraiment pour nous assez insupportable. Tous les membres du département sont très attristés par tout ce qui se passe, et nous avons aussi un certain nombre de nos collègues qui viennent de Palestine, qui viennent de Syrie et qui sont avec nous pour diverses raisons. Nous essayons de conserver des contacts importants avec la Syrie et l'Irak pour essayer de trouver des solutions qui ne sont pas évidentes à trouver. Ensuite, le 9 mars, ils se sont attaqués au site de Hatra. Vous voyez qu'au-dessus, vous voyez les photos du site tels qu'ils étaient, tels que quelques chanceux ont pu les voir jusqu'en 2003. Et comme vous voyez, ils n'hésitent pas du tout à s'attaquer au décor de Hatra. Et là, c'est vraiment effectivement une des choses que nous craignons également pour Palmyre. Ce sont des sites gigantesques, donc effectivement, on ne peut pas les détruire d'un seul coup. Mais on peut abîmer les décors. Et vous savez que certains soupçonnent que derrière ces destructions, il y ait des marchés des antiquités très importants. Mais comme nous souhaitons être optimistes, nous avons très envie de voir l'espoir qui naît en Irak. Et je trouve nos collègues irakiens extrêmement courageux d'essayer malgré tout de rouvrir le musée Bagdad. Donc il a été ouvert le 1er mars 2015. Vous voyez son inauguration là présentée. Et
voilà, il ne présente pas toute la collection du musée de Bagdad, puisque en fait, une bonne partie des collections, comme je vous le disais, sont mises à l'abri. Mais malgré tout, à part les grands taureaux que l'on voit ici, il y a quand même la présentation du grand vase en albâtre d'Uruk, qui est une des célébrités du musée de Bagdad. Et nos collègues continuent à essayer d'organiser des visites. On a été étonnés, il y a 15 jours, je crois, de voir qu'à Babylone, les Irakiens essayaient de recréer, de remonter des festivals. Il y a eu un festival de la poésie à Babylone, au tout début avril. Donc s'ils ont ce courage, je pense qu'il faut qu'on l'ait pour essayer de les aider. Dans la volonté donc du président de la République d'essayer de nous considérer comme les experts pour aider nos collègues irakiens, nous souhaiterions inviter le vice-ministre de la Culture irakienne qui s'appelle Kais Hussein Rachid, et je vais vous citer quelques phrases qu'il a prononcées lors de l'ouverture de ce musée de Bagdad. Les événements à Mossoul nous ont poussés à accélérer notre travail. Et nous voulions ouvrir dès aujourd'hui en réaction à ce qu'ont fait les criminels de Daesh. Grâce au musée de Bagdad, les Irakiens peuvent se réapproprier un héritage immense, vieux de 7000 ans, un patrimoine commun à toutes les religions. Des réseaux criminels organisés avaient profité de l'intervention américaine et du chaos pour piller les musées irakiens en 2003, dont celui de Bagdad, où 15 000 pièces ont été volées. Donc, seulement 4 300 ont été retrouvées. Lors de l'inauguration, le Premier ministre irakien prononce aussi cette phrase : « Aujourd'hui, le message de Bagdad, de la terre de la Mésopotamie, est clair. Nous allons préserver la civilisation et poursuivre ceux qui veulent la détruire, promettant de n'épargner aucun effort pour retrouver les pièces archéologiques volées. » En fait, la menace est très importante au Moyen-Orient puisque vous savez que la richesse de la terre irakienne et syrienne, elle vient aussi des sites archéologiques, puisqu'en fait, en Irak, il y a à peu près entre 12 000 et 14 000 sites archéologiques. Donc la richesse est énorme. Mais pour un bon nombre de commerçants, je vais dire, ça signifie pour eux un lieu de marché des antiques. Nous sommes horrifiés, avec mon collègue Philippe et mes collègues, de voir qu'effectivement, il y a des commandes sur des strates archéologiques de tel ou tel site en Irak. Mais je voulais vous dire aussi que nous avons, nous aussi, le courage de réentamer des fouilles archéologiques, puisque certains de nos collègues du CNRS recommencent des fouilles dans le nord de l'Irak et aussi dans le sud de l'Irak. Des sites que vous connaissez, puisque une bonne partie des œuvres sont exposées au musée du Louvre. Je voulais maintenant vous situer la problématique de la Syrie, puisqu'on pensait que l'horreur s'était arrêtée aux frontières de l'Irak, mais nous savons que depuis 2012 en particulier, ils ont aussi atteint la Syrie d'une manière, là encore plus catastrophique, je pense. Là, je voulais vous montrer une carte de juin 2013. La DGAM, c'est la direction de l'archéologie et des musées de Syrie, qui sont extrêmement actifs et je reconnais là aussi leur courage d'essayer, malgré tout ce qu'ils vivent personnellement, d'essayer de sauver leur patrimoine. Donc inutile de vous dire que depuis juin 2013, malheureusement, ils devraient établir d'autres cartes parce qu'effectivement, ils n'en ont plus forcément le temps. Ils essaient pour l'instant de sauver les œuvres. Donc Alep, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une ville médiévale absolument magnifique et une ville aussi du XVIIe, mais aussi de l'Antiquité parce qu'on a trouvé un temple araméen magnifique. Et cette cité grouillante de commerce et de vie a été, comme vous le savez, enflammée, détruite, pour partie. Vous savez, pour arriver à avoir des informations très précises, c'est un peu complexe. Donc là, je dirais, c'est plus les destructions en fait de l'armée syrienne qui ont contribué à la destruction d'Alep.
Là, je voulais vous montrer également le musée d'Alep. Vous voyez que ce musée était absolument splendide. Nous qui avons fouillé en Syrie, c'était un lieu où on déposait beaucoup nos objets de fouille. Et vous voyez que l'entrée a été protégée. Tous les musées ont essayé de préserver, de conditionner et de ranger dans des lieux gardés secrets leur collection, et sinon d'essayer de protéger, vous voyez, par des murs et des choses comme ça, les choses qui ne pouvaient pas être déplacées, ou de renforcer même les murs. Par exemple, à Damas, vous voyez l'état des musées. À Damas, la célèbre fresque de Dura Europos, en fait, est juste derrière le mur du musée, et donc en fait très facilement enfonçable de l'extérieur. La DGAM a aussi eu ce courage d'essayer de sensibiliser les populations, mais je vous disais que bien souvent, les populations avaient ce réflexe d'essayer de protéger leur patrimoine, et ils ont lancé une campagne à la fin de 2013. On voit sur des affiches, donc un peu partout à Damas et dans certaines villes où ils pouvaient, pour essayer de sensibiliser la population à essayer de sauvegarder leur patrimoine. Et là, je ne sais pas si on voit très bien sur la photo. Si, je crois qu'on voit très très bien les trous de pillage. Ceux qui ont connu Marie, vous pouvez reconnaître au centre le grand toit qu'avait mis André Parrot pour protéger le palais du 3e millénaire sur Marie. Et tout autour, les trous, ce sont des trous de pillage. Donc vous imaginez ce qu'on va retrouver de Marie. Et pour Apamée, on voit très bien, vous savez, Apamée, sa caractéristique, c'est cette grande colonnade de colonnes torsadées. Et en fait, de chaque côté, il y avait des mosaïques absolument splendides. Et vous voyez que de chaque côté de la colonnade, on voit des trous de pillage et on sait par le marché qu'il y a des mosaïques qui circulent. Palmyre, donc nous espérons que Palmyre sera épargnée. Palmyre, en fait, il y a 3 lieux dans Palmyre. Il y a la ville moderne dont vous avez entendu parler dans les radios et télévisions, qui est en dehors de la ville antique. Et donc, pour l'instant, c'est surtout cette partie-là qui est touchée. Ensuite, vous voyez cette magnifique oasis qui justifie ce lieu, puisqu'en fait, c'est pour ça qu'il y avait une cité caravanière. Le site, donc constitué des grandes colonnades, du théâtre et des temples. Et également, vous voyez en haut, à droite, la vallée des tombeaux, d'où viennent un certain nombre de ces sculptures palmyréniennes célèbres. Et vous voyez, je vous en ai montré un exemple, et ça, malheureusement, celui-ci a été trouvé à la frontière libanaise, donc venant du marché. Je voulais vous rappeler une actualité très chaude, puisqu'en fait, c'était jeudi dernier, le 26 mai, c'est au Yémen, puisque maintenant, évidemment, la guerre a déjà commencé depuis un certain temps au Yémen, et que là, par, j'allais dire, maladresse, j'espère que la faute n'était pas volontaire, enfin, le bombardement n'était pas volontaire. Ça, c'est un petit musée qu'avait construit l'Institut de Chicago, puisqu'en fait, ils fouillaient juste à côté, à Damar, et ils en avaient fait un petit musée construit en 2002, où ils avaient mis donc toutes les stèles sud-arabiques, et vous voyez l'état donc du 26 mai dernier. Alors que faire? Que faire par rapport à cette situation? Vous savez qu'Irina Bokova est retournée, je crois, fin mars à Bagdad pour essayer de voir justement avec les autorités irakiennes ce que l'on pouvait faire. Il y a eu là, fin mai, une grande réunion au Caire, là, l'initiative de l'Égypte, parce que l'Égypte, il y a moins de bombardements, mais il y a tout autant de pillages. Vous savez que l'ICOM est très active en publiant ces listes rouges qui sont données donc aux frontières pour essayer que tout le monde essaie bien de repérer ce qui peut être susceptible d'être trouvé sur les marchés, parce qu'effectivement nos disciplines sont moins bien connues, je dirais, que les antiquités égyptiennes. Que faire? Nos collègues syriens, avec qui on a beaucoup de contacts aussi, nous proposent de numériser tout ce que nous pouvons, d'essayer de solliciter tous les gens qui pourraient avoir des photos numériques de tous les sites, pour essayer d'avoir des témoignages, pour essayer de repérer donc dans le marché des antiquités les œuvres qui auraient été volées à Palmyre.
Nous essayons également au sein du département et avec nos collègues irakiens ou syriens d'établir des visites virtuelles des sites. Là, c'est une visite virtuelle du site de Mari pour qu'on pense à l'avenir, c'est-à-dire que quand en 10 ans, j'espère avant bien sûr, nous pourrons aider à reconstituer leur patrimoine, à rouvrir les musées, on puisse leur fournir tout un matériel virtuel qui puisse leur servir à la médiation de leur discipline. Et nous avons également, donc vous voyez la petite pièce qui est en bas, c'est le musée de Damas qui s'est doté d'un matériel de numérisation pour essayer d'avoir une mémoire de tous les objets. On était en train d'essayer de savoir si finalement il ne faudrait pas avoir une protection en Occident de toute cette numérisation pour avoir un témoignage de tout ce qu'ils ont. En particulier des tablettes cunéiformes, c'est ce que nous essayons de faire au département. Alors après, accueillons des stagiaires, puisqu'en fait, une des choses que nous redoutons beaucoup à l'heure actuelle, c'est que notre discipline de l'archéologie orientale disparaisse, et puisqu'en fait, vous imaginez que peu de doctorants ont très envie en ce moment de partir sur les études d'archéologie orientale, puisqu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas aller au Moyen-Orient faire des fouilles, ni même travailler dans les musées. Donc avec nos collègues aussi bien de l'université que de la Maison de Nanterre ou du Collège de France et un certain nombre de soutiens aussi de diverses associations d'histoire de l'art ou d'archéologie, nous essayons de comprendre, de savoir comment nous pouvons aider avec nos moyens, puisque vous savez qu'aussi bien les uns que les autres, et M. Schnapp va pouvoir vous en parler, c'est extrêmement compliqué d'arriver à héberger des stagiaires. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Philippe Marquis, qui lui a vécu d'autres problématiques. Simplement, je m'appelle Philippe Marquis, donc je suis conservateur au département des Antiquités orientales. Mais à une période assez récente, j'ai été directeur de la délégation archéologique en Afghanistan, puisque je l'ai été jusqu'en août 2014, et suivi donc le dossier afghan depuis 2002 jusqu'à 2014. Je crois que Marielle a très bien posé les questions, a très bien exposé ce problème d'actualité que je pense tous nous vivons avec beaucoup d'émotions, avec aussi beaucoup de passion, beaucoup de révolte. Et au-delà de ces passions et de ces révoltes, eh bien, la question qui se pose à nous tous, je parle de nous trois ici, mais je pense à tous ceux qui sont à cette table, c'est justement cette grande question, que faire ? Alors à cette question, que faire ? Malheureusement, un pays comme l'Afghanistan apporte, si je puis dire, quelques éléments de réponse. Et dans le que faire, il y a déjà, je crois, une urgence, c'est d'établir l'état réel de destruction des sites archéologiques, c'est-à-dire la possibilité de faire soit un suivi des destructions, et pour le cas de l'Afghanistan, puisque le pays est dans une situation moins cataclysmique que celle de l'Irak ou de la Syrie, la question est de savoir quelle est la possibilité de visiter les sites, de visiter les zones archéologiques et d'établir l'état des lieux, de voir à quel point les sites ont été détruits, est-ce qu'il en reste quelque chose et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Donc constat, c'est la première chose la plus importante. Et puis autour de ce constat, d'essayer aussi de cerner les dangers qui menacent à court ou moyen terme ces sites archéologiques. Le constat, ce qui menace, c'est la poursuite des pillages, qui, dans un pays comme l'Afghanistan, où a priori les zones de conflit, le conflit chaud, si je puis dire, est moins chaud qu'il n'était, les pillages restent une réalité. On peut considérer que 99,9% des sites archéologiques en Afghanistan sont pillés ou continueront à être pillés dans les années qui viennent. Et puis, le constat qui a été fait, c'est que s'agissant d'un pays en construction, puisque pour le cas de l'Afghanistan, il est difficile de parler de reconstruction, mais comme des pays qui vont être en reconstruction, comme la Syrie ou comme l'Irak, comme ça a été le cas au Liban, où j'ai travaillé dans les années 90, le problème est de savoir comment ces reconstructions prendront en compte les vestiges archéologiques. Et souvent, c'est le cas par exemple en Afghanistan, ça a été le cas au Liban quand j'y ai travaillé, aux destructions de la guerre sont venues souvent se rajouter les destructions de la reconstruction, c'est-à-dire une reconstruction mal gérée qui souvent était un danger beaucoup plus grand que ne l'avait été la guerre pour les sites archéologiques.
Et puis il y a un troisième danger, je crois, qui est... alors vous direz, bon, en France aussi, on a ces problèmes-là, en Europe aussi, mais même si effectivement des politiques ont été mises en place, en particulier avec des programmes d'archéologie préventive, qui permettent en tout cas de gérer ce problème de la compatibilité entre la conservation du patrimoine et le développement. Et puis il y a un troisième problème, qui est un problème qui nous concerne tous, et qui est le problème des dégradations environnementales auxquelles on assiste. Et je crois que c'est très important à la fois de s'indigner sur ce qui se passe en Irak, en Syrie, dans tous ces pays où les patrimoines souffrent, et autour des patrimoines, à la fois les gens qui s'occupent du patrimoine, mais aussi toutes les populations. Eh bien, il y a aussi un problème qui est lié aux dégradations de conditions environnementales, surtout dans des pays où les environnements sont extrêmement fragiles. C'est le cas de l'Afghanistan, c'est un pays stépique, partie désertique dans certaines zones, où les plus grandes destructions et les plus radicales sont souvent liées à des causes environnementales, déplacement des rivières, glissement de terrain, tremblement de terre, autant d'éléments effectivement qui, d'une certaine manière, doivent nous rappeler qu'il y a une actualité brûlante, mais il y a aussi derrière cette actualité des réponses à apporter aux situations d'urgence et puis la mise en place de politiques à long terme. Puisque le patrimoine sont des vestiges, mais ce sont aussi des hommes qui s'occupent de ces vestiges, ce sont aussi des populations qui vivent de ces vestiges. Et je crois que ce dont on s'est aperçu dans un pays comme l'Afghanistan, et c'est ce qu'évoquait très bien Marielle à propos de l'accueil des stagiaires, ce qui est fondamental dans une réponse à donner à ces situations d'urgence, c'est la capacité que nous pourrons avoir, je dis nous, c'est-à-dire effectivement les nations occidentales, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de ces pays, mais de façon plus largement la communauté mondiale, si je puis dire, la capacité que nous aurons à pouvoir maintenir les expertises locales, pouvoir maintenir le niveau d'excellence qui existait dans certains pays comme l'Irak et la Syrie, le niveau d'excellence dans les musées, le niveau d'excellence dans la conservation des sites, dans la restauration des biens patrimoniaux, tout ça c'est extrêmement important. Donc, et c'est aussi quelque chose qui doit nous motiver. Je pense que c'est un sujet dont parlera Alain Schnapp, je sais qu'il lui tient particulièrement à cœur, c'est de dire, voilà, on voit les horreurs qui se passent, derrière ces horreurs, il n'y a pas que des sites qui souffrent, il y a des hommes, il y a des spécialistes, ces gens-là, il faut pouvoir trouver les moyens de les faire venir, de garder leur expertise et de pouvoir les faire travailler dans le futur, dans de bonnes conditions. Je vais, avec un peu de chance, on va voir les images, je les passerai rapidement. Et puis, je voudrais surtout dire, je crois que c'est pour vraiment faire écho aux discussions qu'on a eues avec Alain Schnapp en préparation de cette présentation, que quand on parle du monde arabo-musulman, du monde arabo-persan, il est très important de bien intégrer cette espèce de contre-champ local qui est que les notions de patrimoine sont extrêmement profondément enracinées dans les cultures des populations du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Et que ces indications que nous avons, eh bien, les populations des pays concernés les ont, peut-être d'une façon différente, mais les ont au moins autant. Je vous montre quelques photos rapidement parce que je voudrais vraiment que Alain Schnapp ait vraiment toute l'attitude pour pouvoir développer son argumentaire. Alors voilà les photos du Bouddha de Bamiyan dans les années 30, voilà le petit Bouddha tel qu'il est maintenant, et puis une photo moins souvent montrée, eh bien c'est le bâtiment qui abritait la Direction générale des antiquités, l'Institut d'archéologie d'Afghanistan jusque dans les années 70, et c'est ce bâtiment tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire que je parlais de construction ou de reconstruction, la reconstruction administrative de l'administration du patrimoine dans un pays comme l'Afghanistan, 15 ans après l'intervention des forces occidentales, eh bien, elle est encore largement à faire. Quelques images pour nous amener un peu loin de ces cadres fastueux et de ces ors du XVIe siècle, donc les montagnes d'Afghanistan, et puis donc ces images de pillage. Aïranom, un site grec, fouillé de 1964 à 1968 78 par l'ADAFA, dont vous voyez deux images, une image avant, une image après. Cette image après prise en 1999, les représentants de ce site qui est complètement défiguré, massacré,
qui ressemble plus au paysage du chemin des Dames en 1918 qu'un site archéologique. Autre site, qui est une mine de cuivre qui se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud de Kaboul, mine de cuivre qui a été exploitée pendant l'Antiquité, donc où des monastères bouddhiques s'étaient installés, site très largement pillé. Vous voyez ici donc des images de statues trouvées lors des pillages, les galeries percées par les pilleurs et les tunnels même qui avaient été aménagés pour pouvoir piller plus à l'aise, si je puis dire, les vestiges archéologiques. Ces pillages, ils affectent, je vous le disais, 99,9% des sites archéologiques, ils affectent tout le pays, même les endroits les plus reculés. Ici, c'est un site qui se trouve dans le centre de l'Afghanistan, au milieu des montagnes de l'Hindoukouche, qui s'appelle Tchelbourj, les 40 tours. Vous voyez au milieu de la photo, à peine caché, enfin très bien caché, à peine visible, mais très bien caché au milieu de la photo, une forteresse dont vous voyez ici des détails, une forteresse construite probablement aux alentours du IIe siècle après Jésus-Christ, abandonnée au XIIe siècle. Et même dans ces régions reculées, vous voyez quelques éléments vous donnant une idée de la monumentalité et de la scénographie impressionnante qui a présidé à la construction de ces châteaux. Eh bien, des pillages, ici, ce sont des peintures murales du IVe, Ve siècle qui ont été dégagées par les pillards et qui, petit à petit, risquent d'être dégradées. D'autres peintures murales situées là dans la voûte ou de l'intrado de la voûte, et puis encore une fois des galeries percées par les pilleurs pour dégager non pas les architectures, mais essayer de trouver des statues, des peintures murales, tout objet qui pourrait être négocié. Même les éléments symboliques de la gestion du patrimoine dans cette région-là, qui est un panneau qui avait été déposé par l'UNESCO, et bien, est régulièrement fait l'objet de vandalisme. Ici, un autre site, Cheshme Shafa, très très symbolique, puisqu'en fait, c'est un site où a été trouvé par des pillards. Vous voyez la photo de la fouille clandestine, un hôtel du feu zoroastrien, donc, du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est le plus ancien hôtel du feu de la région, et qui est un signe extrêmement intéressant dans une région où les antagonismes religieux sont encore très à vif, et bien qui est un signe d'une diversité culturelle, d'une diversité religieuse, qui est une composante importante de l'identité patrimoniale de l'Afghanistan. Je vais parler du développement, je vais être très rapide. Ici, c'est une photo aérienne prise en 2004 d'un grand site islamique qui se trouve dans le Helmand, une province du sud de l'Afghanistan. C'est un site qui a été fouillé par la DAFA dans les années 50, qui s'appelle Lashkari Bazar, une ville gigantesque du 11e, 12e siècle, 20 km de long, 4 km de large, des palais un petit peu partout. 2004-2005, cette photo aérienne est prise. 2012, même endroit, photographié, et là on s'aperçoit que le site a été investi par entre 8 000 et 16 000 squatteurs. Conséquence de la guerre, bien entendu, mais de nouveau un défi incroyable, et c'est un défi qui risque de se poser dans les mêmes, si je puis dire, dans les mêmes termes, dans des pays comme l'Irak ou la Syrie. Et puis les facteurs naturels dont je vous parlais, ici donc c'est un site qu'on a photographié en 2007, là en 2011, en train d'être détruit par des crues. Ici, donc, dans la vallée de Bamiyan, un site qui s'appelle Charizoak, qui lui est détruit par l'érosion et dont on a pu mesurer la dégradation et la vitesse de dégradation ou d'attrition, comme on dit maintenant. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en 1910, 64% du site d'origine était conservé. En 2012, il n'y a plus que 43%, et on peut penser que dans les 20 années qui viennent, il est probable que le site risque de disparaître pratiquement totalement. Le minaret de Jam, au plein milieu de montagnes d'Afghanistan aussi, menacé par les inondations, menacé par l'érosion aérolienne, comme peut l'être aussi le site du Moussala, un complexe religieux dans la région d'Herat, qui donc est à la fois doublement menacé, à la fois par des problèmes d'érosion, mais aussi par des problèmes de développement. Les solutions, c'est à nous tous de les trouver. On peut les trouver aussi par ces expériences, malheureusement, qu'on a été obligé de faire. Et il est clair que le rôle de la communauté internationale est capital. La question qui peut se poser, quand on voit ce qui se passe ou ce que nous montrent les médias, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'une simple protestation suffit? Je crois que ce qui est très important, c'est que toute manifestation est importante.
toute façon d'exprimer son opinion sur ce qui se passe est importante. Et le risque, parfois évoqué, d'attirer l'attention des pillards, l'attention des terroristes, entre guillemets, eh bien, je pense que c'est un risque qu'il faut assumer de façon responsable, en exprimant fondamentalement ce qu'on ressent par rapport à ce qui est vécu. Je crois en se disant, bien entendu, sur place, et je pense que c'est aussi une partie de ce que va dire Alain Schnapp, je crois que ce qui est très important, c'est que les populations locales, les populations syriennes, irakiennes, afghanes, libanaises à leur époque, libyennes, ont leur propre appréciation du patrimoine. Je crois qu'elles apprécieront de savoir qu'en Europe, on ne se désintéresse pas tout à fait de ce qui se passe chez eux. C'est pour ça que le soutien aussi aux communautés locales est tout à fait fondamental, puisque c'est les communautés locales qui sont la plupart du temps les solutions à la protection des sites. Communauté locale, ça implique aussi des formations. Formations, donc, très bien évoquées par Marielle. Je crois que et là, peut-être qu'on a un rôle à jouer, on le joue déjà, peut-être qu'il faut l'amplifier. Et puis, je crois effectivement qu'il y a le grand défi de l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier du numérique, qui peut être effectivement des solutions, en particulier pour archiver et conserver les données. Alors avant de passer la parole à Alain, on était un petit peu long. Je voudrais rappeler un souvenir de lycéen, je pense qui vous dira à tous quelque chose, qui est, à un moment donné, on a dû pouvoir composer sur cette phrase de Paul Valéry qui dit « Nous savons maintenant que nous autres civilisations, que nous sommes mortels ». Et donc, j'ai eu la curiosité de revoir ce texte et de me percevoir qu'effectivement, il y a tout un développement, justement, sur l'archéologie, où Paul Valéry évoque la destruction des grands sites comme Babylone, Ninive et autres, et donc il remet ça dans ce contexte de la fin de la Première Guerre mondiale comme étant effectivement une prise de conscience de la fragilité des cultures. Ce qu'on assiste avec ce qui se passe actuellement, c'est à une nouvelle forme de disparition des civilisations, puisqu'en fait, ce qui est en train de disparaître, ce n'est pas la forme matérielle de ces civilisations, mais c'est aussi leur mémoire. Et c'est cette destruction de la mémoire qui me paraît être un danger extrêmement important. Et je crois que c'est sur cet aspect-là qu'il faut peut-être se focaliser, se dire, voilà, on n'assiste pas à un nouveau vandalisme, on assiste à un vandalisme qui, dans sa nature, est quand même extrêmement différent de ce que l'histoire jusqu'à présent nous a légué. Mes deux collègues vous ont présenté l'actualité et les difficultés auxquelles doivent faire face journellement tous ceux qui s'intéressent à l'archéologie et à l'histoire de l'Orient ancien. Je voudrais vous inviter, en ces quelques minutes, à une petite méditation rétrospective sur les valeurs de conscience et d'inconscience du patrimoine dans les sociétés de culture islamique. On a toujours l'impression, et ça a été un des arguments évoqués, que cette histoire très ancienne du Proche-Orient était une redécouverte européenne et qu'elle avait en quelque sorte imposé un schéma d'interprétation, une vulgate à des pays qui, pour des raisons diverses, n'avaient pas pu prendre en compte leur patrimoine. Et quand on voit ce qui s'est passé à Hatra, si on s'intéresse un peu à l'histoire de la poésie et de la réception des ruines dans le monde islamique, dans le monde aussi bien arabe que persan, on s'aperçoit que, tout comme les Mésopotamiens, tout comme les Grecs et les Romains, les Arabes ou les Persans du Moyen-Âge avaient un rapport aux ruines, une conscience aiguë de leur existence. Le texte le plus ancien que je connaisse, de ce point de vue-là, est un texte pré-islamique du VIe siècle, d'un poète qui travaillait dans le petit royaume Lakhmide, au contact de l'Empire sassanide, dont la capitale était Ctésiphon, et de l'Empire byzantin. Et ce personnage, Adi ibn Zayd, a composé des poésies dont une partie, enfin la plus grande partie a disparu, mais dont certaines nous sont parvenues. Et elles reprennent, dans le style de l'ode en arabe, la qassida, des thèmes que nous trouvons dans le monde mésopotamien, dans le monde juif ancien et dans le monde chrétien. Voici l'une de ces premières qassidas. Le destin impétueux surgit, défie tant, ne le considère pas comme sûr. Demande aux hommes où sont les gens de Koubaïs, un prince Lakhmide. Déjà avant eux, le destin détruisit Shapur, le célèbre empereur sassanide.
Il vécut comme roi et chef d'armée. Des lions avaient peur de lui quand il rugissait. Et la mort s'empara de lui et mourut celui qui espérait vivre longtemps en son royaume. Parfois l'homme s'endort sain et meurt alors qu'il dormait serein et joyeux. Je ne vois rien qui puisse résister au cours de la mort qui détruit riches et pauvres. Donc cette idée de l'ubisunt, du fait que l'humanité est cet appel dans le fond à la vie comme à la mort, nous la retrouvons dans un autre poème qui est lié justement à cette cité que Daesh vient de tenter de détruire, la cité d'Atra. Le poème est consacré à un souverain, Al-Nouman, du 5e siècle. Méchant qui reproche à autrui les coups du destin, penses-tu peut-être en être protégé et délivré? As-tu un compte sûr avec les jours, ou plutôt tu n'en sais rien et tu te trompes? Qui a jamais vu que la condition mortelle est conduite à une vie éternelle et qui dispose d'un garant qui le protège de toute dole? Où donc est Khosroès, le royal Khosroès, Anushirvan, ou avant lui Shapur, le second roi sassanide, et les nobles Banu Yasfar, roi des Romains, les Byzantins, dont aucun souvenir ne subsiste, et le seigneur du château de Hatra, quand il le reconstruisit et qu'il levait le tribut du Tigre et de la Bourre, il le construisit en marbre et l'arc en ciment, et sur ses cimes les oiseaux avaient leur nid. La mort insidieuse ne l'effraya pas, mais le royaume lui échappa, et son seuil est abandonné. Dans cette tradition, qui apparaît aux sources de la culture arabe archaïque, avant même la révélation de la Mecque, nous trouvons des thèmes qui sont en quelque sorte un résumé des traditions occidentales comme orientales. Ce qui est intéressant, c'est que les contemporains du prophète, juste un peu avant, pendant la révélation, nous ont laissé un trésor qui sont les mu'allaqat, les poèmes suspendus, qui étaient suspendus à la Mecque, avant que la Mecque devienne la métropole qu'elle est devenue. Et ces poèmes vont dans un autre sens, parce que ce sont les poèmes de l'érosion, de l'abrasion, des poèmes de l'absence dont on fait une présence. À qui ces marques pareilles à un livre élégamment tracé, marques abandonnées dans le désert entre Kolaïb et Moutrik, un scribe s'y pencha avec son encrier, nouveau pour l'œil comme une page blanche toute fraîche. Le désert est en quelque sorte, pour ces poètes du 7e siècle, un livre d'histoire qui déploie ses pages pour qu'il les sait lire. Sur le site se redécouvrent des ruissellements, comme sur un livre dont la calame restaure les sentences, ou comme une tatoueuse réapplique de la couleur sur les méplats de monte le tatouage. La visite aux ruines, donc, des hommes du désert relève d'un désir d'interprétation et de lecture, mais aussi d'une volonté de dialogue avec les configurations et les traces qui surgissent à la surface du sol. Ces signes indicatifs et indistincts ne peuvent retenir l'attention que d'hommes qui ont la curiosité du passé, la volonté de retrouver, même dans le plus extrême dénuement qu'offre le désert, le sens de ce qui est arrivé. Un poème, des plus célèbres, des mu'allaqat, du Al-Abid ibn Abi Rabia, sont une sommation. Je fis halte à les interroger. Comment interroger des permanences, sourdes au langage indistinct? Les voici remises à nu, quand tous y étaient, mais un matin s'en sont allés, ne laissant que rigole et bourrage. Donc quand on veut voir la trace de ceux qui vous ont précédés, il faut être attentif. Il faut regarder ces tout petits signes qui sont presque immatériels. Il ne reste de Kavla sur les schistes de Dahmad que des vestiges qui remontent comme un reste de tatouage sur le dos de la main. Et on retrouve l'idée de l'écriture, l'idée du tatouage, l'idée du rapport entre le corps de l'homme, les exercices de l'esprit et le sens du passé. Une autre de ces poèmes énonce en ces 3 petits vers: la demeure est vide et les traces sont comme l'incision d'un calame à la surface de la terre. Il y a un rapport entre la terre et les hommes, entre les signes qui nous permettent de les interpréter. C'est quelque chose qui, dans la poésie arabe alors, des 8e et 9e siècles, va trouver une autre expression. Elle va, en quelque sorte, recevoir une dimension métaphysique encore plus forte que celle des mu'allaqat. La métaphore textuelle, que nous avons déjà vue à l'œuvre, devient un des moyens du travail poétique. Voici un poème du prince des mu'allaqat, Imrul Qais.
arrêtons-nous au souvenir d'une amante devant les décombres et l'effacement des versets qui sont estompés de longtemps. Je lis la magnifique traduction de Jacques Berck. Des années ont passé sur eux et ils sont à présent comme l'écriture des psaumes entre les mains des ermites. Donc vous voyez même que pour des poètes arabes, il y a une vision, je dirais, de la diversité religieuse et culturelle dans l'œuvre de remémoration. Un autre poème qu'on trouve dans le Diwan d'Imrul Qais renvoie à la figure du moine dans le désert. Pour qui la ruine que je vis et qui m'afflige, telle l'écriture effacée des psaumes sur les pages du Yéménite. Et plus loin, j'ai reconnu les demeures à la façon dont on reconnaît les pages, à la façon dont le texte s'impose à l'œil. En gros, pour toute cette tradition, pré-islamique comme islamique, les traces que l'on aperçoit sur la surface des déserts sont des inscriptions que les générations se passent l'une à l'autre. Dans le champ spécifique de la culture islamique, l'Égypte, comme la Perse, joue un rôle particulier du fait de la monumentalisation et de la mémorisation extrême des monuments qui les recouvrent. Un médecin du Caire, sur lequel je vais me pencher quelques minutes, parce qu'il a été le premier à énoncer, avant qu'il y ait même une théorie des ruines en Occident, enfin je pense que ce personnage, qui est contemporain d'Hildebert de Lavardin, pratiquement, il est son correspondant en Orient. Et Ali Baghdadi, donc médecin du Caire, dit ceci. De tous les pays que j'ai vus par moi-même, ou que je connais sur le rapport d'autrui, il n'en est aucun qui puisse entrer en comparaison avec l'Égypte pour le grand nombre de monuments antiques qu'elle renferme. Une des merveilles de ce pays, ce sont les pyramides. Elles ont attiré l'attention d'un très grand nombre d'écrivains qui ont consigné dans leurs ouvrages la dimension et la description de ces édifices. En naturaliste et médecin, Baghdadi commence par des questions concrètes qui portent sur les mesures et l'identification des monuments, la forme qu'on a adoptée dans la construction des pyramides et la solidité qu'on a su leur donner sont bien dignes d'admiration. C'est à leur forme qu'elles doivent l'avantage d'avoir résisté aux efforts de tant de siècles, ou plutôt il semble que ce soit le temps qui ait résisté aux efforts de ces édifices éternels. Ce qui est extraordinaire, c'est que la matière et la forme même des pyramides leur ont garanti une sorte de résistance au temps. Plus que des monuments, les pyramides sont des immémoriaux, aussi loin que la pensée puisse remonter dans le temps, elles étaient déjà là. Elles incarnent un reste inébranlable que rien ne peut atteindre ni modifier. En retournant le topos du Tempus Edax pour subroger le temps au monument, Baghdadi façonne une image d'une portée originale. Une métaphore qu'on retrouve chez le grand Makrizi. Toute chose redoute le temps, mais le temps redoute les pyramides. Si vous vous rappelez ce poème de l'abbé de Lille, qu'André Chastel aimait à citer dans son poème sur les jardins, à propos des monuments de Rome, leur masse indescriptible a fatigué le temps. Un alexandrin, ce n'est pas de la poésie arabe, mais vous voyez la connivence. Le passage des millénaires sur les monuments renverse la métaphore classique et leur donne prise sur le temps, une sorte d'énoncé inverse de celui de Simmel, qui voyait dans la ruine comme l'œuvre des hommes retournés à la nature. Ici, les forces de la nature se fatiguent de la résistance que leur opposent les productions grandioses d'une entreprise humaine. Car si Baghdadi exalte la singularité à nul autre pareil des pyramides, ce n'est pas dans l'intention de se plier à la tradition des merveilles et de voir dans leur construction l'action de forces hantées ou méta-humaines. Voici son raisonnement. Quand on se livre à de profondes réflexions sur la construction des pyramides, on est forcé de reconnaître que les plus grands génies y ont prodigué toutes leurs combinaisons, que les esprits les plus subtils y ont épuisé leurs efforts, que les âmes les mieux éclairées ont employé avec une sorte de profusion en faveur de ces édifices tous les talents qu'elles possédaient et qu'elles pouvaient appliquer à leur construction. Et que la plus savante théorie de la géométrie a fait usage de toutes ces ressources pour produire ces merveilles comme le dernier terme auquel il était possible d'atteindre. Aussi peut-on dire que ces édifices nous parlent encore aujourd'hui de ceux qui les ont élevés, nous apprennent leur histoire, nous racontent d'une manière très intelligible les progrès qu'ils avaient faits dans les sciences et l'excellence de leur génie. En un mot, ces édifices nous mettent au fait de la vie et des actions de ceux qui les ont réalisés. Cet exposé est évidemment si puissant qu'il annonce une Khaldoun et la théorie moderne des ruines, dont l'émotion qui nous saisit au moment où Palmyre est atteinte, doit se référer au fait que le grand texte inaugural, après celui de Diderot dans nos ruines occidentales, est celui de Volney avec le génie sur les ruines de Palmyre. Ce qui est intéressant, c'est que cette appréciation philosophique
n'est pas seulement limitée à l'idée du profit qu'on peut tirer de l'étude des ruines, mais elle va de pair avec un appel au calife et au sultan pour défendre les objets. C'est ce que le grand spécialiste allemand de cette période, Ulrich Hartmann, a appelé un appel à la défense du patrimoine. Voilà la façon dont un écrivain arabe, Al-Malik Abdelaziz, raconte au XIIe siècle la façon dont l'un des sultans, Al-Mamoun, s'en prit pendant 8 mois à la pyramide de Mykérinos et entreprit de la faire détruire par ses ouvriers. Loin d'obtenir du succès qui s'était promis et de réussir dans leur dessein, dit-il, ils n'en retirèrent aucun avantage que de gâter la pyramide et de mettre dans une entière évidence leur impuissance et leur faiblesse. Les Baghdadis en profitent pour essayer de dire ce qui est singulier et original dans ces monuments et en quoi il est nécessaire de les préserver, de les admirer et de les protéger. Malgré l'immense étendue de cette ville, il parle de Memphis, et de la haute antiquité à laquelle elle remonte, nonobstant toutes les vicissitudes des différents gouvernements dont elle a successivement subi le joug, quelque effort que différents peuples aient fait pour l'anéantir, en faisant disparaître jusqu'au moindre vestige, effaçant jusqu'à ses plus légères traces, transportant ailleurs les matériaux et les pierres dont elle était construite, dévastant ses édifices et mutilant les pierres qui en étaient l'ornement, ces ruines offrent aux spectateurs une réunion de merveilles. Ça, c'est au sens latin du terme, dans la rhétorique médiévale d'un Hildebert et de ses successeurs, la description. Mais vient maintenant la déploration. Enfin, en dépit de ce que 4000 ans et plus ont dû ajouter à tant de causes de la destruction, les ruines de Memphis offrent encore aux yeux des spectateurs une réunion de merveilles qui confond l'intelligence et que l'homme le plus éloquent entreprendrait inutilement de décrire. Plus on la considère, plus on sent augmenter l'admiration qu'elle inspire, et chaque nouveau coup d'œil que l'on donne à ces ruines est une nouvelle cause de ravissement. À peine a-t-elle fait naître une idée dans l'âme du spectateur qu'elle lui suggère une idée encore plus admirable. La sensibilité patrimoniale de Baghdadi est encore rehaussée par le style de la traduction qui est due à Sylvestre de Sacy, qui se situe lui-même dans le sillage de la romantique des ruines chère à Volney. Comme Volney, Sacy s'est intéressé à la philosophie des ruines et a capté ainsi la singularité de l'auteur qu'il traduit avec une réelle élégance. Les merveilles qu'il est possible d'admirer dans la visite des ruines ne relèvent pas du champ de l'adjaïb, du merveilleux, mais de l'exercice de la raison et du regard du géomètre. Comme les clercs médiévaux d'Occident, fascinés par la qualité de la sculpture et de l'architecture antique, notre antiquaire arabe promène sur le paysage de la ville morte un regard ébloui et attentif. Le géomètre en lui mesure, l'ingénieur admire les techniques de construction, le médecin s'intéresse à l'anatomie animale et humaine. La description des ruines est un exercice de précision dont l'émotion n'est pas bannie. Je cite, « La beauté du visage de ces statues et la justesse des proportions qu'on y remarque sont ce que l'art des hommes peut faire de plus excellent et ce qu'une substance telle que la pierre peut recevoir de plus parfait. » Donc, au moment même où certains, déjà dans le monde islamique, voulaient s'en prendre aux ruines, d'autres tenaient qu'elles étaient une part du rapport des hommes à leur être. Et Baghdadi médite en critiquant implicitement Al-Mamoun. Les souverains ont toujours veillé avec beaucoup de soin à la conservation de ces restes précieux de l'Antiquité. Et quoique ennemis déclarés des peuples dont ces statues étaient l'ouvrage, ils n'ont point souffert qu'on les endommageât ou qu'on se fît un jeu de les détruire. Et plus loin, il explique, les souverains ont d'abord considéré ces ruines comme une sorte d'annales propre à rappeler le souvenir des siècles passés. En second lieu, ce sont pour ainsi dire des témoins qui déposent en faveur des livres révélés, car il est fait mention des peuples qui les adoraient dans l'Alcoran. Or, la vue de ce qui est en reste ajoute le témoignage de la propre expérience de chacun à celui de l'autorité et confirme la vérité de la tradition. Ces monuments sont encore des avertissements de l'avenir qui appellent notre attention sur le sort réservé aux choses de ce monde. Outre cela, ils nous offrent une ébauche de l'histoire et de la conduite des anciens habitants de la Terre. Nous apprenons à les étudiants à quel degré d'avancement dans les sciences ils étaient parvenus, quelle était la justesse de leur esprit et d'autres circonstances semblables. Et plus tard, dans la même description, cet homme qui avait travaillé dans les grandes villes de l'Orient, de Mossoul à Bagdad, de Jérusalem à Damas et au Caire, qui avait rencontré Saladin lui-même et qui était un ami de Maïmonide, cet homme s'intéressait autant aux sciences de l'homme qu'aux sciences de l'univers, et il en venait
à dire que faire du mal aux ruines, faire du mal aux monuments, c'était faire du mal à soi-même. Voici ce qu'il raconte d'une visite à Luxor. Quand je me rappelle les événements du temps et les épisodes du passé, il me revient qu'en compagnie de mon immortel père, nous arrivâmes au temple de Luxor, sur le Nil, alors que nous nous rendions dans les villages de Sama et de Tana. À cette époque, la main de la destruction ne s'était pas encore portée sur les reliefs de ce temple que le passage du temps avait laissé intact, et sur les plaques de pierre de ses murs, les inscriptions n'avaient pas été effacées. Ce temple compte parmi les plus spacieux, il possède les murs les plus hauts et les plus sublimes. Mais la plainte douloureuse des pierres attaquées par la pioche des casseurs de pierres m'a effrayé. La plainte douloureuse des pierres. On croirait exactement Cassiodore quand il parle de la Mirabilia Silva Moenium ou des plaintes des pierres dans l'apologue de Pétrarque. Les images menaçantes du temple nous suggèrent, aussi voudrait-on penser, douleur et lamentation sur le terrible sort qui leur est advenu de la main des destructeurs. Mon père me dit, ça semble un exorde aux gens de Daesh, mon fils, regarde ce que les pharaons ont construit, et comme ces fous l'ont détruit, la seule destruction de tout le savoir que les visiteurs attentifs retirent de ces inscriptions, et de tous ceux qui sont capables et aptes à le recevoir, me fait peine et me préoccupe. Si j'en avais le pouvoir, j'empêcherais ces imbéciles de terminer leur œuvre de destruction, car quelle sagesse disparaît avec eux de la terre. Les cavales des compagnons du prophète, que Dieu leur accorde sa grâce, après qu'ils aient conquis l'Égypte et se furent avancés vers l'Éthiopie, n'ont-elles pas touché ce sol et n'ont-elles pas erré dans ce pays? Et ces hommes de mérite ont vu de leurs yeux, tous ces monuments, et n'ont pas porté la main pour les détruire. Ils les ont laissés debout, comme un avertissement pour tous ceux qui veulent s'instruire et tiennent leurs yeux ouverts, et comme souvenir pour tous ceux qui savent et se sont informés. Voilà, je conclus sur cette réflexion en y ajoutant juste ceci. Toutes les civilisations sont mortelles. Nous avons fait l'expérience des guerres de religion aux grands conflits mondiaux, de ce que les vicissitudes humaines peuvent infliger aux hommes et aux monuments, que jamais les hommes ne souffrent sans que les monuments soient en quelque sorte appelés à témoigner de cette souffrance. Il y a un rapport indicible de l'un à l'autre. Et comme mes deux collègues l'ont dit précédemment, je ne vois de solution à ce qui nous arrive, et qui n'est peut-être que le prémisse d'autre chose tout aussi dérisoire et horrible, que d'une part d'attirer l'attention, évidemment, de l'opinion internationale et de l'opinion savante, mais aussi de s'engager dans une aide aux jeunes chercheurs de tous âges, aux jeunes et moins jeunes, qui sont menacés dans leur existence même, ou dans leur survie économique parfois, et que nous pourrions et devrions accueillir dans nos universités, dans nos musées, dans nos centres, pour faire un peu ce qui s'est fait aux États-Unis en 1933, quand l'Europe était dans des conditions très différentes, mais l'Europe était menacée de cet appauvrissement intellectuel qui était l'éradication de la grande culture allemande et d'une partie de la culture italienne. Et quand je pense à tout ce que les fondations ont fait pour sauver les intellectuels européens en exil, eh bien je me dis que, toute chose gardée, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire que nos grands musées, du Louvre au British Museum, au musée de Berlin et peut-être au Metropolitan, s'associent pour un appel à la sauvegarde de ces monuments et une aide concrète, savante, sociale et morale à tous ces chercheurs en difficulté.